Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la suspension des infirmières impliquées dans la prise des images indécentes durant la réanimation du jeune Blériot, lycéen, victime d'agression mortelle il y a 4 jours à Douala. Le ministre de la Santé publique les sanctionne pour manquement grave à l'éthique et la déontologie professionnelle. Nous en parlerons dans ce journal. 2 mois après sa libération, Charles Blé Goudé sort de son silence dans une vidéo de 12 minutes. Il tient à s'exprimer sur un sujet d'intérêt crucial pour la Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale. Il a exprimé des remerciements à l'endroit de tous les Africains qui l'ont soutenu durant ces années passées dans le tourbillon judiciaire de la CPI. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. La sanction vient de tomber 4 jours après la prise en charge médicale controversée de Blériot, lycéen, victime d'agression mortelle sur le campus du lycée bilingue de Deido et transféré à l'hôpital de district de Deido. 3 infirmières viennent d'être suspendues pour 3 mois. C'est une décision du ministre de la Santé publique. Il les accuse de manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Cette décision rendue publique en fin de journée a suscité des réactions des Camerounais, d'aucuns qui saluent la décision du ministre de la Santé publique, d'autres qui estiment que la chaîne de responsabilité doit être établie jusqu'au directeur de cet hôpital et que d'autres sanctions devaient être attendues selon des Camerounais qui ont réagi à cette décision du ministre de la Santé publique. Parlons à présent d'une réalité que vivent les Camerounais installés dans les localités non loin de la ville de Yaoundé dans la région du centre. La commune de Sa, confrontée à un sous-développement infrastructurel. Là-bas, les populations vivent un véritable martyre. Elles doivent effectuer un parcours de combattants sur les axes routiers à Sa, dans la région du centre. Reportage Marcelin Gansop. L'arrondissement de Sa est le plus vieux du département de la Léquié. Et pourtant, il n'a pas bonne mine, malgré le poids de l'âge. Mais c'est une unité qui n'a pas progressé. Nous sommes restés l'arrondissement qui a été créé en 1936. Nous sommes au même endroit et nous pensons que c'est tout à fait légitime que si une éventuelle réorganisation administrative dans la région du centre venait à intervenir, que ça puisse enfin être également chez le département. C'est le cri de cœur des populations de ça que je ne pouvais pas m'empêcher de porter à l'attention du gouverneur. L'une des difficultés auxquelles cet arrondissement fait face est l'enclavement. Le réseau routier local est dans un piteux état. Mais ce que nous constatons, c'est que au niveau régional mais au niveau national, l'entretien n'est pas assuré. Quand je parle par exemple de la route Efoxa, Bangakoro, ça fait une 15aine d'années qu'un engin n'a même pas gratté. Or, ces routes traversent la commune. Ce qui fait que c'est les populations de la commune de ça, par exemple, qui crient, qui souffrent. Mais c'est une épine dans la chaussure parce qu'en fait, quand les populations crient, les populations ne connaissent que le maire. Les populations ne connaissent pas que c'est une route nationale. Elle pose le problème d'enclavement. À cette difficulté s'ajoute l'insuffisance des ressources financières. L'exécutif municipal a plusieurs défis à relever, mais le nerf de la guerre fait défaut. Il y a un problème de moyens. De façon globale. À l'heure où nous parlons, la commune de ça, comme bien d'autres communes, attendent encore les centimes additionnels communaux du 3e trimestre 2018. Nous sommes au mois de février, 2e mois du 1er trimestre 2019. Posez-vous la question comment fonctionnent donc les communes dans ces conditions. D'où l'appel à l'accélération du processus de décentralisation qui doit quitter les bureaux feutrés pour se matérialiser concrètement sur le terrain en dotant les communes de suffisamment de moyens pouvant leur permettre de résoudre les problèmes des populations. La décentralisation suppose le transfert des compétences et des ressources. Mais jusqu'à ce jour, les transferts en termes de ressources sont très timides. Parce qu'une commune comme ça fait 10 millions de salaires par mois. Vous comprenez que au niveau d'une commune d'arrondissement, ce n'est pas facile de mobiliser un tel montant en dehors du fonctionnement régulier de la commune. En attendant, ça, en l'instar d'autres communes du Cameroun, peine à prendre place à bord du train du développement, malgré sa proximité avec la capitale politique du Cameroun. Et restons dans la région du centre avec une autre commune, celle de Bangansina, confrontée à la même réalité entre développement infrastructurel quasi
critiqué par les populations, manque de routes, insuffisance d'accès à l'eau potable et de nombreuses maladies qui se développent dans le quotidien de ces populations. Reportage Charles Melingui et Marcelin Gansop. L'épilepsie fait rage à Bangassina, dans le département du Mbamekim. Les périodes du foie, ça vient avec trop de violence. Je suis comme ça, parfois même j'ai des blessures partout sur le corps. Quand il n'y a pas moi-même, je me bats. Je laisse même d'abord l'école. Je me mets d'abord dans les petits jobs là pour chercher un peu l'argent pour acheter le médicament. Voilà qui préoccupe. Lorsqu'on sait que Bangassina, poumon agricole du Mbamekim, a besoin d'une jeunesse en santé pour impulser son développement. La jeunesse est l'espoir d'un peuple. Et si toute une partie de la population jeune est attaquée par une maladie qui les détruit, qui les empêche d'avoir accès à l'instruction, puisque même dans les écoles, ces enfants ne trouvent pas facilement leur place. C'est notre pays qui est quelque part privé de ces forces que le Seigneur met à notre disposition. En plus de ces soucis de santé, la commune de Bangassina fait face à un enclavement criard. Les routes sont dans un piteux état, ce qui ne facilite pas l'écoulement des produits agricoles, en plus de constituer un sérieux obstacle au déploiement des agents de l'ECAM pour des inscriptions de proximité. Les routes sont très piteuses, ce qui fait que lorsque nous voulons nous déployer sur le terrain, pour nous rapprocher des potentiels électeurs, nous éprouvons beaucoup de difficultés dans notre voyage. Dans les routes, il y a beaucoup de bourbiers qui séparent certaines zones, certaines nouvelles colonies de peuplement. Si vous voulez par exemple aller en ville tout de suite, dès qu'il a plu, vous ne pouvez plus. Avec votre moto, vous ne pouvez plus. Ce qui fait que ça handicape certains de nos programmes de travail. L'exécutif municipal est conscient du retard de développement qu'accuse Bangassina, mais reste optimiste. L'enclavement au Cameroun, il y en a partout. Mais nous faisons des efforts de l'exécutif communal, les élites, le comité de développement. D'ici 5 ans, Bangassina va changer. Vous voyez, derrière moi, il n'y a pas que cet hôtel de ville. Nous avons aussi l'auberge municipale qui est là à côté. Donc voilà un nouveau quartier administratif que nous sommes en train de créer. Le volet santé figure également en bonne place dans les priorités de la mairie. Vous voyez, Bangassina, c'est une zone qui est entourée de l'eau. Et vous savez, quand il y a l'eau, il y a certainement beaucoup de maladies. Il y a des moustiques, c'est ça qu'à Bangassina, il y a l'épilepsie. Nous allons bâtir 2 centres de santé cette année. Et un centre de santé à Yébékolo de 50 millions et la finition du centre de santé intégré de Badissa. C'est un plus. En attendant, il ne fait pas bon vivre à Bangassina. L'accès aux services sociaux de base reste l'équation la plus difficile à résoudre, à côté des maladies telles que l'épilepsie, qui privent cette commune de sa principale force de production. Dans le septentrion, les populations souffrent également de la dégradation criarde des routes. La mobilité urbaine en prend un sérieux coup. Les promesses d'aménagement routier n'ont pas été concrétisées dans tous les arrondissements de Marois. Des populations qui expriment leur désarroi dans ce reportage que signe Emmanuel Job, Amadou Daïrou et Guy Zogo. À Marois, en matière de route, le désarroi l'emporte de loin sur l'optimisme. S'aventurer sur une partie de la nationale numéro 1, par exemple, sur l'axe qui mène de Marois à Kousséri, est un vrai cauchemar pour les populations. La route, on voit cela vraiment, c'est très mauvais. Parce qu'on essaie seulement de faire. Quand on roule souvent comme ça, on rentre, on ne dort même pas, on ne respire plus à travers le pot. Quoi seulement, vraiment, on essaye. Sinon, c'est très mauvais. Quand nous voyons l'état de cette route, ça fait très mal parce que quand on parle d'une région, on fait allusion à l'urbanisation quand même. Mais avec cet état de route-là, ça ne reflète pas l'image de la région. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que c'est les pauvres qui meurent parce qu'eux, ils n'ont pas la voiture peut y entrer et n'aspirer pas de la poussière. Mais les grandes personnes, les autorités, eux, ils sont dans la voiture. Ils n'aspirent pas. Il y a trop de la poussière. Quand on aspire de la poussière, souvent on tombe malade, du rhume et autres, quoi. Ça peut aussi provoquer d'autres choses avec la poussière. À ce sujet, le ministre de la Défense a été interpellé à l'Assemblée nationale récemment au sujet du retard pris par le génie militaire sur ce chantier. Dans le cadre des travaux de la construction du boulevard Kakatari
à Maroc. Les travaux de la deuxième phase ont connu un arrêt suite à l'épuisement de la première tranche de financement reçue par le génie militaire. Au moment de leur interruption, les dix travaux avaient déjà atteint un taux d'avancement de 60% pour moins de 20% de financement reçu. Mais ces explications ne suffisent pas à répondre aux interrogations des populations qui vivent au quotidien un calvaire permanent sur la plupart des axes routiers de cette ville. À la radio, nous entendons que nous sommes à tel pourcentage de travaux qui avancent. Alors, nous ne voyons pas ce pourcentage-là. Le travail ici a débuté il y a déjà longtemps. On croyait vraiment que c'était vraiment le goudron qu'on devait mettre, alors que c'était des ciments ou bien c'était des vidanges qu'on a mis. Ça, on ne sait pas. Seul embelli au milieu de cette mare d'incertitude, la situation dans la commune de Maroua 1er, où de nombreux chantiers sont en cours de réalisation, tant à Domayo, Pitoiré, au quartier Toupouri, comme au carrefour Djerma. Plusieurs chantiers sont engagés depuis l'année dernière. Les chantiers de construction de la voirie, de certaines routes prioritaires secondaires dans l'arrondissement de Maroua 1er. Nous avons également des chantiers qui sont financés par la communauté urbaine et la plus grosse enveloppe, c'est le chantier qui est financé par le budget spécial de la présidence de la République sur environ 15 km dans l'arrondissement de Maroua 1er. Ces initiatives, bien que circonscrites à une seule commune, y enchantent les populations. La route est bien. Oui, avant là, c'était pas comme ça, mais maintenant là, je vois il y a la route qui passe bien et goudronnée. Avant, c'était un peu tarkassari, donc ça ne va même pas avant. Mais maintenant, vous êtes bien quand même arrangé. Donc c'est quand même passable maintenant là. Je travaille bien. Avant là, ça me dérangeait. Mais maintenant là, je travaille bien comme je vais. Les routes secondaires du quartier, tout est praticable, donc même l'accès à tous les autres niveaux. D'autres projets sont encore annoncés pour espérer donner plus de lustre à la ville à l'avenir. Nous avons construit plusieurs centres de santé. Nous avons plusieurs forages qui sont également construits dans nos villages et cantons. Et aussi un accent particulier sur l'éclairage public parce que par le passé, nos cantons et villages étaient quand même sévrés de l'éclairage public. Pour autant, à Maroua, il faudra plus d'espoir encore pour donner fière allure aux routes du chef-lieu de la région de l'extrême nord. Qui est le nouveau maire de Bana après le décès du patriarche Fouatoula Kadji de Fotso. Il s'agit de Jean-Baptiste Sangam qui prend la rêne de cette commune déjà à installer. Je vous propose de suivre ce reportage d'Andine Gagnou et Gladys Sidier. Avec un score de 100%, Jean-Baptiste Sanga a été plébiscité par l'ensemble des 23 conseillers municipaux de la mairie de Bana, ce qui augure d'une belle ambiance de travail entre les différents acteurs au sein de la mairie. Il a reçu des consignes claires de sa tutelle. Comme vous le savez, depuis le décès du patriarche, la commune de Bana vit un peu au ralenti. Donc je crois qu'avec l'onction du ministre de la décentralisation et du développement local et l'accompagnement de l'autorité de tutelle que je suis, la commune va véritablement reprendre ses couleurs sous la direction du nouveau maire à qui j'ai rappelé les grandes lignes de son travail, mais aussi à qui j'ai promis un accompagnement, parce qu'il faut le reconnaître, il fera d'abord de l'apprentissage avant de maîtriser la chose. Il est capable, il est à la hauteur, pourvu qu'il s'entoure bien et qu'il soit réceptif au conseil de ses collaborateurs et de l'autorité de tutelle. Jean-Baptiste Sanga, nouveau maire de Bana, a été élu le 27 décembre dernier. Il a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade de la place des fêtes de Bana, en présence du gratin administratif, des élites, des fils et filles de la localité,
qui attendent beaucoup du chef de l'exécutif communal. Des défis que le nouveau maire de Bana entend relever avec le concours de ses différents collaborateurs. Vous savez, depuis le décès de notre patriarche Pakaji, la mairie a été secouée par cet événement, mais il fallait reprendre la vie et donc on a organisé les élections. Tous les conseillers m'ont fait confiance, ils m'ont élu à 100%. Malgré qu'il y a beaucoup de candidats, on a fait un consensus. Ils m'ont élu à 100%. Merci de cette confiance. Et aujourd'hui, comme message, vraiment, je suis très fier d'appartenir à cette communauté. Et je vais tout faire pour mériter cette confiance. La mairie va continuer à travailler, à faire beaucoup de choses pour l'arrondissement. L'élection et la prise de fonction de Jean-Baptiste Songa mettent fin à plusieurs mois de vacances à la tête de la mairie de Bana, suite au décès, le 23 août 2018, du patriarche Joseph Kaji de Fosso, qui aura passé 16 années à la tête de la mairie de Bana. Reste maintenant au nouveau maire de faire ses preuves et de répondre ainsi aux besoins des populations dont il a la charge. Après Douala et Yaoundé, coup de projecteur ce soir sur les infrastructures sportives et routières de Bafoussam, censé accueillir cette CAN Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous allez le découvrir. La ville de Bafoussam est poussiéreuse. De nombreux chantiers sont aux arrêts, d'autres piétinent. L'aménagement des parkings tant attendu n'est pas encore achevé. Pourtant, les délais initiaux, les engagements du gouvernement sont d'ores et déjà dépassés. C'est le constat que font nos reporters Leclerc Sakem et Jean-Paul Chouniat dans ce reportage. Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, encore en plein chantier. La ville était censée accueillir une poule de la CAN 2019. Mais à l'échéance du 31 décembre 2018, les travaux routiers, hôtels, aménagement des stades vont à pas de tortue. On ne sait pas où on va, il fallait supplier l'Égypte, machin, pour que la CAN soit là-bas. On se met à chercher des pays où on va devoir faire ceci, machin. Oh, c'est le Cameroun qui est cause de tout ça. Il faut que le Camerounais sache d'abord comme ça qu'il ne fout rien. En voulant avis à la Confédération africaine de football d'avoir retiré la compétition au Cameroun, les autorités camerounaises, par la voie la plus autorisée du premier sportif Paul Biya, promettaient que la CAN 2019 se tiendrait aujourd'hui, avec en fond livraison de tous les chantiers à la date du 31 mars 2019, cette fois-là. Quand la CAF était sortie pour nous dire la CAN ne peut pas se jouer au Cameroun, vous avez dit que c'est un complot contre les Camerounais. Oui, aujourd'hui nous nous rendons compte que la CAF avait raison. Expliquez aux Camerounais ce qui se passe. Nous ne comprenons rien. À Bafoussam, où nous sommes, rien n'avance. D'autres chantiers sont abandonnés. Hélas, le compte à rebours du mois d'avril est enclenché, mais aucun des chantiers n'a encore été livré. Engins et ouvriers s'activent sur le terrain, mais de visu, aucun des chantiers n'est à 50% du taux d'exécution. Le mois de mars est fini. Nous nous rendons compte que les chantiers ne sont pas livrés et ils ne sont même pas à 50%. Qu'est-ce qui se passe? Où est allé l'argent de cette CAN? Expliquez-nous. Du coup, des doutes planent dans l'esprit des habitants de Bafoussam sur l'édition de 2021, obtenue à la suite d'un glissement de date. On ne sait pas si en l'an 2021 on aura ou pas. Moi je pense personnellement que c'est en l'an 2035. Puisque le Cameroun tout seul ne peut pas freiner l'Afrique. Ça il faut le savoir. Depuis l'engagement tous azimuts des travaux sur la voirie urbaine de Bafoussam, d'aucuns espéraient voir leur peine s'amenuiser. Mais le pire ne ferait que commencer avec l'arrivée des pluies. Nous avions pensé avec l'avènement de la Coupe d'Afrique qu'on devait profiter pour avoir une ville plus saine. Mais malheureusement, rendu à la fin du mois de mars, nous constatons que nous sommes toujours à l'état d'avant. On aurait souhaité que les entreprises qui s'occupent des constructions de routes puissent de temps en temps rembler un peu de trous environnants pour que nous puissions... À l'allure des travaux, le Cameroun sera-t-il prêt le jour dit en 2021? Bien malin qui répondra avec certitude à cette question qui écume l'esprit du public sportif camerounais à 26 mois de l'échéance de 2021. Dans l'escale internationale, Macky Sall, le président du Sénégal, vient de prêter serment pour un second mandat
à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il a promis de consolider les acquis et d'organiser un dialogue national ouvert à tous les acteurs socio-politiques. Près d'une quinzaine de chefs d'États africains ont assisté à cette prestation de serment. Il a prononcé son discours d'investiture devant près de 3000 personnes. Macky Sall qui compte poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de développement socio-économique du Sénégal et l'organisation d'un dialogue national ouvert à tous les acteurs socio-politiques. Vous le voyez en image, une quinzaine de chefs d'État africains, parmi lesquels le président du Rwanda, mais aussi des chefs d'État venant d'Afrique de l'Ouest. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'investiture de Macky Sall. Nous allons l'écouter dans une prochaine édition. Parlons à présent de Charles Blé Goudé qui sort de son silence 2 mois après sa mise en liberté à la CPI. L'ex-ministre ivoirien s'est adressé aux Africains avec une éloquence toujours particulière et un ton cette fois-ci apaisant. Dans une vidéo de 12 minutes, il aborde un sujet d'un intérêt crucial pour la Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale. Il rassure que c'est un engagement qui n'obéit à aucune démarche intéressée ni aucune tactique politicienne. Je vous propose d'écouter Charles Blé Goudé. J'ai sans cesse pensé à vous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers, ainsi qu'à notre bien le plus précieux que nous avons en commun, notre pays, la Côte d'Ivoire. Si le fil du dialogue a été rompu par les circonstances que vous savez, rien de vos questionnements, de vos inquiétudes relatives à l'avenir de notre nation ne m'ont échappé. Pas plus que les douleurs qui vous ont affligé et qui continuent malheureusement de vous habiter aujourd'hui encore, semblant jeter un voile épais sur l'avenir. Notre avenir que nous sommes pourtant obligés de réinventer ensemble. C'est ce dialogue que je renoue aujourd'hui avec vous tous, sans exclusif. Quelle qu'a été votre opinion sur ce que j'ai vécu? Que vous m'ayez accablé ou que vous n'ayez jamais vacillé dans la confiance placée en moi, je suis heureux. Très heureux de me retrouver en votre compagnie, en homme libre. Je conçois que dans notre pays ballotté, martyrisé par une tempête si féroce et interminable, chacun a eu 1000 raisons d'être mécontent et de se laisser gagner par la rage et la haine. Pourtant, ici et maintenant, mon message à votre endroit est d'abord un message d'apaisement. Ensuite, ce que me dicte mon cœur en ce moment, c'est de vous dire toute mon affection. Ma singulière et profonde affection. En vous l'exprimant, je ne vous rends qu'une infime partie du soutien et de l'immense amour que vous avez bien voulu me témoigner pendant ma détention. C'est pourquoi, à vous tous, singulièrement ceux dont il m'a été impossible de répondre aux nombreux messages de soutien, d'encouragement et d'invitation à tenir bon, je voudrais dire un grand merci. Vous venez de suivre Charles Blé Goudé, ex-ministre ivoirien, soutien de Laurent Gbagbo, qui s'exprime pour la première fois depuis sa libération à la CPI. Il remercie tous les Africains et Ivoiriens qui l'ont soutenu durant ces moments passés en détention et il se positionne en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et en Algérie, le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika compte démissionner avant le 28 avril prochain. Le régime algérien annonce qu'il compte garder en main la transition et organiser l'après Bouteflika, ce que refusent des millions de manifestants algériens qui demandent la fin de tout le système et une nouvelle république libre et démocratique en Algérie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités
pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après le drame de Deido, le ministre Manaouda Malachi a la main lourde pour les 3 infirmières opératrices de prise de vue. Elles ont été suspendues pour 3 mois, décision du ministre de la Santé publique. Il déplore un manquement grave à l'éthique et la déontologie professionnelle. Cette décision a suscité de vives réactions sur la toile, mais également dans les milieux où discutent les Camerounais, qui appellent le gouvernement à aller bien plus loin dans la chaîne de responsabilité concernant les dysfonctionnements observés durant la réanimation du jeune Blériot qui finalement a succombé à ses blessures. Charles Blé Goudé appelle à l'apaisement Côte d'Ivoire. Il a surpris plus d'un, lui-même, a tenu à faire savoir qu'il n'est pas dans une démarche de positionnement politique ou une tactique politicienne. Il s'est exprimé sur la constellation nationale en Côte d'Ivoire. Il a appelé ses partisans à plus de retenue, au calme. Il dit qu'il veut contribuer à ce que les chemins du dialogue soient à nouveau ouverts, des chemins qu'il souhaite emprunter avec tous ses frères de la Côte d'Ivoire. Et il a tenu à exprimer ses remerciements à l'endroit des Africains qui l'ont soutenu durant ces années passées en détention à la Cour pénale internationale. Voilà,